Comment trouver le bon partenaire de distribution et comment valoriser sa marque auprès d'un partenaire business? Nous répondrons encore une fois à quelques questions à la toute fin, mais en attendant, place à nos invités. Les voici. Bonjour, alors avec nous Cédric Gomez-Montiel, directeur général associé du groupe Herbelin, Sophie Goulner, fashion market spécialiste de l'agence Alvéar, puis avec nous Frédéric Jacob, directeur général de la marque Arche. On va commencer par un petit tour de table pour vous présenter, votre activité à l'international. Sophie, allez-y, vous pouvez démarrer. Rums. Bonjour à tous et à toutes. Donc je suis Sophie Gultner, je travaille pour Alvéar Group. Nous sommes le bureau d'achat de Neiman Marcus et Bergdorf Goodman aux États-Unis. Alors on nous appelle bureau d'achat, mais on n'achète rien. En revanche, on offre des services. Donc on accompagne les VIC sur leur voyage. On accompagne aussi nos acheteurs et les top management sur la logistique de leur voyage. On a un service de photoshoot, c'est-à-dire qu'on prend en photo toutes les sélections des acheteurs pour que les photos soient en ligne rapidement, qu'on puisse faire des précommandes et éviter des allers-retours de collection pour des shootings. On fait de la marque blanche, c'est-à-dire que si demain Bergdorf veut lancer une marque de chaussures à son nom, on est capable de lui trouver les fabricants. Et ensuite, on a deux pôles principaux qui sont l'export. Donc, on accompagne toutes les marques sur la facturation, la logistique, l'expédition, le passage des douanes. Et on les aide à respecter le process pour pouvoir livrer Bergdorf et Neiman. Et ensuite, ce qui nous intéresse certainement plus aujourd'hui, c'est le sourcing, c'est-à-dire qu'on cherche des marques sur le terrain. On y reviendra. Des marques plutôt européennes, puisqu'on est basé en France, en Italie et en Angleterre. Et on propose ces marques à nos acheteurs. Et ensuite, c'est eux qui reprennent la main pour savoir s'ils veulent oui ou non les distribuer. Et c'est eux qui gèrent leur budget. Très bien, on y reviendra pour donner des conseils aux marques présentes ici. Même question, pouvez-vous présenter l'activité? Bonjour, je suis Frédéric Jacob, je suis le directeur général du groupe Arche, donc qui est une pépite française qui existe depuis 1968 et qui est créateur et fabricant de marques de chaussures premium. Et on réalise un peu plus de 80% de notre chiffre d'affaires à l'international, à travers du wholesale, du retail, avec un peu plus de 30 points de vente dans le monde, dont 18 au Japon et 4 aux États-Unis, et également au travers d'une plateforme digitale multi-devises, multi-stock et multilingue. Très bien. C'est à vous. Bonjour à tous, donc Cédric Gomez-Montiel, je suis directeur général de la maison Herbelin. Donc la maison Herbelin, c'est une maison horlogère française née en 1947. La marque portait le nom Michel Herbelin jusqu'à novembre l'année dernière, et nous l'avons raccourci. C'est un choix stratégique. Donc nous sommes une maison familiale, indépendante. Nous travaillons à l'export depuis 1972, où nous avons commencé la commercialisation de nos créations horlogères à l'international via le salon de Bâle, donc Basel World, qui était un salon très prestigieux et qui a disparu pendant la pandémie du Covid. Nous réalisons 50% de notre activité en France, enfin de notre chiffre d'affaires, et 50% à l'export. Vous pouvez citer quelques pays peut-être à l'export? Alors à l'export, nous avons des filiales. Une filiale en Allemagne, qui est notre marché numéro 1. Une autre en Angleterre. Nous sommes sur la création d'une filiale en Chine. Nous sommes présents en Afrique du Sud depuis 1975. Corée, Japon, Chine, Canada. L'Italie, et nous venons d'ouvrir, et ça c'est tout à l'heure on parlait de l'importance des salons, notamment en Allemagne. Nous avons participé à un salon en Allemagne qui est le salon Inorgenta qui se situe à Munich. Et nous avons ouvert l'Ukraine au mois de février, le Kosovo, l'Albanie, et nous avons encore d'autres contacts sérieux avec des prospects. Et bien, la première question. Elle est très simple, c'est quoi un bon partenaire? Alors en préparant cette table ronde, Cédric, vous m'avez dit, trouver un bon partenaire business, c'est comme trouver un bon partenaire de vie. Finalement, tout est une question de confiance et de valeur. Expliquez-nous. Alors, de confiance, effectivement, de valeur et puis d'envie. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait envie de ce partenaire et que ce partenaire ait envie de nous également. Que ce ne soit pas une simple opportunité, on va dire, pour du one-shot. Une maison comme la nôtre s'inscrit dans des relations long terme. On a des partenaires, je vous l'ai dit, avec lesquels on travaille depuis 75. Je pense notamment à nos clients d'Afrique du Sud. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc voilà,
nos partenaires, en fait, c'est des personnes en qui on doit avoir totalement confiance, puisque quelque part, ce sont nos yeux, nos oreilles, mais également l'image de la marque dans la zone dans laquelle ils doivent la faire prospérer. Donc, on passe beaucoup de temps à les sélectionner et on ne se précipite jamais. Même question pour vous, qu'est-ce qu'un bon partenaire? Peut-être pour rebondir sur le compagnon de vie, je vais dire que quand on fait du business international, c'est pas comme sur Tinder, il n'y a pas d'algorithme qui vous fait le perfect match. Donc il faut que vous définissiez vos propres critères. Donc je pense qu'en préambule, ça a été dit ce matin, faut préparer sa copie et ne pas s'éparpiller. Et identifier déjà ses marchés cibles et surtout quelle est la capacité financière mais aussi humaine de l'entreprise pour chacun de ces marchés. Et par rapport à cette disponibilité financière et humaine, quelle est la taille et la catégorie de distributeurs vous allez chercher. Je pense que ce qui est le plus important, c'est de trouver un partenaire qui a peut-être une bonne empreinte carbone, mais surtout une bonne empreinte positive sur son marché, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà fait la démonstration de sa capacité à valoriser une marque qui vous ressemble, ou en tout cas qui a le même positionnement que vous, la même personnalité que vous. Et je pense que ce qui est très important, c'est de faire ce choix avec vos équipes. Parce qu'on a beaucoup parlé de process, de marché, mais on n'a pas parlé des équipes. Pour moi, le plus important, c'est people first. C'est d'abord d'avoir des équipes commerciales avec une culture internationale. Ce qui ne veut pas nécessairement dire qu'ils ne sont pas français. En tout cas, c'est le cas de mon équipe. Il n'y a pas de français dans mon équipe commerciale. Parce que pour moi, c'est important, au sein de l'entreprise, d'intégrer des cultures internationales pour faire infuser cette culture hors France. Donc il faut faire participer vos équipes dans cette analyse des marchés cibles et puis répartir les priorités chacune de vos équipes. L'autre point, c'est d'identifier la taille de ce partenaire. C'est-à-dire que est-ce que à 3 ans, chez ce partenaire, vous allez représenter quelle taille? Est-ce que vous allez être suffisamment intéressant pour lui, pour qu'il continue à investir dans votre projet? Et est-ce qu'il a la capacité aussi financière de vous accompagner dans vos projets? Et pour moi, le plus important dans le choix d'un distributeur, c'est sa culture du sell-out. C'est-à-dire que quand on se lance dans le développement international, sur un nouveau projet, nos actionnaires, c'est normal, cherchent à ce qu'il y ait un résultat immédiat. L'international, ce n'est pas immédiat, c'est un travail de long cours. Donc il est important de choisir un partenaire qui va avoir la capacité, pas simplement d'être un vendeur de marque, mais un valorisateur de marque. Donc quelqu'un qui peut vous accompagner dans le sell-out. Donc il est très important qu'il ait fait la démonstration pour d'autres maisons ou d'autres marques, d'être ce partenaire et ce valorisateur de marque, parce que c'est clé aujourd'hui. Aucun acheteur aujourd'hui s'intéresse au sell-in. Ce qui l'intéresse, c'est le sell-out. Et quelle est la volumétrie de marge que vous allez pouvoir lui proposer, lui offrir ou lui faire penser qu'il va pouvoir atteindre cette volumétrie de marge. Voilà. Vous souhaitiez réagir, Cédric ? Je pense que tout est dit, en fait. Effectivement, l'essentiel, c'est le sell-out, vous l'avez dit, et le choix du partenaire, effectivement, qui doit prouver avoir une expérience. On ne s'improvise pas distributeur de montres ou de chaussures de luxe ou je ne sais quoi du jour au lendemain parce qu'on imagine qu'il y a une opportunité. Il faut un réseau. Et l'autre chose essentielle, effectivement, que vous avez dit, c'est que le développement à l'international, ce n'est pas uniquement un projet de la direction, mais c'est un projet de l'entreprise dans sa globalité. L'ensemble des services, alors nous, nos horlogers, d'ailleurs, sont régulièrement sensibilisés à l'importance de ce qu'ils font et du soin qu'il est nécessaire d'apporter sur chaque produit, parce qu'ils savent que derrière, bien, les pièces que nous fabriquons peuvent terminer au poignet d'un consommateur japonais, coréen ou anglais ou français. Et régulièrement, on organise des visites justement de nos clients internationaux à la manufacture. Et nos horlogers sont fiers justement de pouvoir discuter avec eux ou les rencontrer. Justement, on en vient à l'autre question, toujours à nos deux marques. Quels sont vos différents modèles ou schémas pour travailler avec vos partenaires au bout du monde, les filiales, les agents? Comment ça s'organise?
Alors, nous, on a un schéma de distribution en fait qui est, somme toute, on va dire, basique ou classique. On va soit effectivement en distribution en direct, donc en ouvrant des points de vente. Alors aujourd'hui, on a un unique point de vente. Pour le coup, c'est pas le bon exemple, mais on part sur un développement important du retail. Notre point de vente aujourd'hui est situé à Paris, dans le quartier Saint-Germain. Parce que c'est une très belle image en fait ce quartier-là pour la marque en France et à l'international. Et pour notre développement à l'étranger, on a plusieurs façons de procéder. On a soit des filiales, donc je vous le disais tout à l'heure, Angleterre, Allemagne et demain en Chine. Soit on s'appuie sur un réseau de distributeurs qui sont exclusifs et qu'on sélectionne avec une grande précaution, ou alors des agents. Donc la différence entre le format, on va dire, agent et de distribution, lorsqu'on travaille avec un agent, il représente la marque sur le territoire, donc il va le voir chez ses clients et il propose nos produits. Et c'est nous, société française, qui facturons directement, c'est nous qui maîtrisons l'image, qui maîtrisons tout. Lorsqu'on travaille avec un distributeur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on vous laisse quelque part les clés. Alors bien entendu, il y a des contrôles, il y a beaucoup de vérifications, tout est validé en amont. Et c'est là où la confiance est vraiment essentielle. Donc voilà, donc on s'appuie sur ce réseau. Aujourd'hui, on est présent dans une 40aine de pays à l'export. Et on organise des séminaires internationaux avec nos clients où on les rencontre d'ailleurs régulièrement. Les grands salons internationaux comme Bâle donc, ont disparu. Aujourd'hui, il reste quelques salons importants, notamment à Genève, en Allemagne, en Italie, où on participe naturellement. Et maintenant, maintenant, ça fait déjà depuis quelques temps, mais ça a été renforcé avec le Covid. On fait des visios régulières avec nos clients et on recense les besoins spécifiques. On parlait tout à l'heure de création spécifique en fonction des goûts, des désirs, des besoins des pays. Nous, on le fait régulièrement. Tout dépend de la maturité sur le marché. L'entreprise existe depuis 1968 et l'international se fait partie de son ADN. Je dispose de 2 filiales, une filiale aux États-Unis, une filiale au Japon, parce qu'on a un volume d'affaires qui le permet, puisque ça a un coût important. Après, on peut peut-être parler des nouveaux marchés. Je pense que ça, c'est intéressant pour aujourd'hui. Je pense que la première étape, c'est le wholesale. Ça a été le schéma classique. Aujourd'hui, ce schéma classique de je commence avec des détaillants multimarques, il fonctionne plus très bien. Et quelquefois, dans certains pays, il ne fonctionne pas du tout, puisqu'en fait, il n'y a plus de multimarques à fort volume. Donc vous avez passé beaucoup de temps pour vendre 40 pièces, 50 pièces, ce qui est totalement, en termes de coût de distribution, incohérent. Donc il y a des marchés aujourd'hui où effectivement on peut continuer à démarrer sur ce marché avec des détaillants, mais aujourd'hui de plus en plus de marchés vous les démarrer avec le digital. Donc le meilleur conseil que moi je pourrais te donner, si on peut donner des conseils, c'est effectivement de prépaquer des business solutions par pays et par catégorie de consommateurs et par canaux de distribution. Et il est nécessaire aujourd'hui de faire des pré-packs, des pré-assortiments ciblés qui sont omnicanaux, c'est-à-dire pas simplement une offre produit, pas simplement des images de communication, mais un assortiment que vous allez pouvoir suivre en termes de réassort. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, dans vos premières mises en place, vous allez vendre peu de quantité. Donc si vous voulez faire une démonstration, ce qui est nécessaire, c'est-à-dire que votre sell-out est bon au bout de 2 saisons, il faut que vous puissiez suivre vos best-sellers. Donc il faut s'assurer que les pré-packs que vous mettez au marché sur ce marché cible, vous allez pouvoir le suivre en réassort et faire la démonstration auprès de ce premier distributeur ou ce premier retailer que votre produit a un très bon sell-out. Parce qu'en fait, c'est lui qui va devenir votre ambassadeur dans le pays. Et le monde des key buyers, c'est un petit village en fait. Ils se connaissent tous, donc il faut que vous choisissiez sur un pays votre porte-étendard, celui qui va devenir votre ambassadeur dans ce petit village où vous devez être le meilleur dans votre catégorie. Merci. Alors Sophie, est-ce que on peut vous considérer comme un partenaire des marques de mode françaises, un intermédiaire? Est-ce que vous nous expliquez pour bien vous situer?
Alors, nous sommes ni agents ni distributeurs. Notre service n'est pas payant pour les marques. C'est le groupe Neiman Marcus qui nous rémunère pour leur fournir un service. Donc là, c'est transparent pour les marques. On peut être un partenaire parce qu'on peut aider et on peut appuyer une démarche à l'international. Alors, notamment, pour nous, ça concerne les États-Unis. Mais si vous avez décidé d'avoir un agent aux États-Unis qui démarche lui-même les retailers du territoire, n'empêche que on peut aussi se mettre en contact pour pousser nous auprès des acheteurs directement en disant OK, il a un distributeur ou il a un agent aux États-Unis, mais c'est une marque française et nous, on a trouvé qu'il y a du potentiel. Donc, je te partage les informations, je te partage les contacts et ils peuvent comme ça entrer en relation et démarrer une discussion. Encore une fois, c'est l'acheteur qui décide, c'est pas moi et c'est eux qui ont les budgets qui décident. Neiman Marcus, c'est 37 boutiques, enfin 37 department stores à travers les États-Unis plus le web. Bergdorf, c'est une à New York plus le web aussi. Donc, il y a du volume à faire. Après, ça ne veut pas dire que tout le monde doit aller chez Neiman et Bergdorf. On n'est pas toujours. Il faut partager des valeurs, il faut partager un certain prix aussi. On est sur du luxury. Donc, tout ça entre en compte. Il ne faut pas oublier pour les marques aussi, si vous voulez aller à l'international, il faut surtout être capable de produire à temps et de livrer correctement. Ça, c'est un point essentiel parce que sinon, c'est terminé. Donc voilà, on peut être un partenaire, oui, tout à fait. Encore une question. Comment une marque peut-elle vous donner envie de la présenter aux grands magasins aux États-Unis? Quels sont vos critères? Alors, aujourd'hui, évidemment, il y a les réseaux sociaux. Première source d'inspiration. Alors, nos acheteurs voyagent, mais pas tous. Donc, évidemment, quand on leur partage une marque, quand ils entendent parler d'une marque, ils vont sur Insta, ils vont sur le site web. Là, les images sont hyper importantes. C'est le premier impact et il est quand même important de faire une première bonne impression tout de suite avec une belle image. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, évidemment, quand on source, il y a le digital, mais il y a aussi le physique. Donc on a des bureaux, donc comme je disais, à Milan, à Londres et à Paris. Donc on est souvent dans les magasins, on va voir ce qui s'y passe, on va voir les pop-up, on va voir quelles sont les marques qu'on met en avant, pourquoi elle et pas une autre. Ensuite, on regarde si la marque est américaine, ça m'intéresse plus. Ça tombe bien, a priori on est en France. Ensuite, il faut que globalement, je focus sur les marques européennes et françaises, puisque c'est là qu'on est basé, c'est à ça qu'on sert. Après, si une marque fantastique arrive d'Asie, qu'elle débarque sur le marché français et que c'est son premier step à l'international, et que je pense que c'est incontournable, j'en parlerai quand même, parce que je pense que c'est important, il faut savoir ce qui se passe partout. Ensuite, je ne partage jamais une marque si je ne l'ai pas rencontrée. Je veux voir le produit, je veux pouvoir le toucher, je veux être sûre que la prod est fiable. Et il faut être solide pour aller sur un terrain étranger et aller conquérir. Il faut que ça suit évidemment avec des achats, mais il faut suivre avec de la com, avec du marketing, parce qu'on ne peut pas arriver inconnu sur New York et penser qu'on va vendre tout seul. Tout ça s'accompagne d'un développement global et donc on implique toute l'entreprise. Et vous avez immédiatement parlé des réseaux sociaux. Frédéric aussi, vous m'avez parlé de la force des réseaux sociaux et même du site internet. Vous m'avez dit avant de démarrer quoi que ce soit à l'international, la carte de visite, c'est ça, le site internet, les réseaux sociaux. Vous pouvez nous en dire plus? Bah oui, parce que tous les bailleurs sont équipés d'un téléphone. Donc, comme disait Sophie, il y a une boîte à outils minimum. Donc la boîte à outils minimum, c'est une présence social media, FB et Insta, et un site qui effectivement doit être marchand. C'est-à-dire que s'il n'est pas marchand, c'est que vous ne croyez pas déjà dans la capacité à vendre vous-même votre produit. Donc ça, c'est un petit peu bizarre. Donc il faut qu'il soit marchand, mais surtout qu'il laisse aussi une place à l'appropriation de votre maison, de votre marque, de ses valeurs. Et souvent, sur un site, on ne laisse pas assez de place à ça. Donc, d'utiliser les mêmes images que vous allez avoir dans votre company profile, qui est un outil extrêmement important et qu'on met toujours de côté. Donc, prenez autant de temps à faire un company profile qu'un site, c'est très important. Donc, déjà sur le site, c'est votre plus belle vitrine. Après, sur le social media, un conseil que je pourrais donner, c'est effectivement de faire très attention, de n'avoir aucune indication de promotion et de prix, mais de vous focuser sur le fait que Insta et Facebook, ce sont vraiment des vitrines complémentaires de votre site. Après, c'est bien, si vous considérez que vous êtes international, d'avoir des prises de parole de certains de vos détaillants sur Insta ou peut-être sur des Reels de vos partenaires. Ça montre aussi que vous êtes en relation avec eux et que vous leur fournissez aussi des outils pour parler
eux-mêmes de ce produit. Donc c'est chaque fois une démarche comme fait le gouvernement français, c'est d'avoir des ambassades dans chacun des pays. Vous, le job, c'est d'avoir un ambassadeur crédible, dans le bon positionnement, avec la bonne image dans chacun des pays. Donc, y compris en social media, mais avec des prises de parole courtes et éphémères, pour que votre message, vous restiez maître de votre message. J'ai entendu avant, je crois que c'est le groupe Chantel, qui parlait du fait qu'aujourd'hui, en social media, ça devient un média de vente. Donc nous, on a été très très sollicités par rapport à cela. C'est vrai que nous, on a décidé de ne pas aller dans cette direction-là, puisqu'en fait, on n'a pas la totale maîtrise de notre image. D'accord ? Donc avant de parler de prix, de produits, on veut d'abord parler de notre qualité, de notre savoir-faire, de notre héritage, de notre signature de design. Donc on a décidé de ne pas aller dans du social media marchand. C'est-à-dire de confier, par exemple, l'image de la marque à un influenceur. C'est ce qui se passe en Asie, sur des lives où ils vendent les produits, c'est ça ? En fait, un influenceur, vous lui donnez un jeton pour, à un moment donné, parler de votre produit à sa manière, mais avec votre message. Voilà. Mais donc, confier une distribution, enfin, confier de la vente et votre marque à un influenceur, ou c'est pas des influenceurs, c'est des sociétés de vente via le social media. Je trouve, surtout en démarrage sur un marché, c'est extrêmement risqué. Très bien. Un mot sur les réseaux sociaux, Cédric. Peut-être un partage d'expérience, puisque je vous le disais tout à l'heure, donc on participe comme nombre d'entre vous à des salons, et c'est vrai que lorsqu'on a des prospects qui viennent nous rencontrer sur le stand, ou lorsqu'on a l'occasion de rencontrer également ou d'en croiser, ou que certains distributeurs nous les présentent, la première chose qu'ils font, c'est aller effectivement sur Meta, enfin sur Insta, et regarder l'image de la maison. Est-ce qu'on a des modèles iconiques, des modèles forts? Nous, on a la chance d'ailleurs d'avoir des modèles iconiques comme Newport qui fête cette année ses 35 ans. Antares interchangeable qui est un modèle qui est breveté, où en quelques clics on arrive à changer les bracelets. C'est un produit qui est porté notamment par Madame Macron. Et donc on met en valeur ces produits. Et parfois, ce qui est plutôt drôle, enfin, ça me fait pas toujours sourire, mais on peut avoir des prospects sur les salons qui viennent et qui recherchent la pièce classique et qui vont pas du tout sur ces produits iconiques qui sont travaillés, retravaillés, qui évoluent. Ils recherchent la pièce classique qu'on voit un petit peu partout, et ça, parfois, ça peut être frustrant. Donc, quand on parle de choisir le bon distributeur, à un moment donné, on va construire effectivement l'image de marque avec lui adaptée à son pays. Je vous le disais hier, on ne communique pas, en tout cas, nous, dans l'horlogerie, de la même façon en Asie qu'on le fait en Europe ou au Moyen-Orient. Justement, comment vous l'adaptez, le message, à la Chine, à l'Europe, au Moyen-Orient? Qu'est-ce qui change, en fait, sur vos réseaux sociaux? Expliquez-nous. Alors, en Europe, on a la main sur tout. Donc on a une communication qui est à la fois lifestyle et produit. Et nos clients, d'ailleurs, distributeurs ou agents ou retailers, sont très contents d'utiliser les outils qu'on met à leur disposition. On a ouvert le marché chinois il y a quelques années, je pense une dizaine d'années. Et au début, en y allant un petit peu, je pense presque trop naïvement, en leur laissant les clés, sans doute trop de choses d'ailleurs, les clés de la communication. Et là, waouh, on s'est aperçu qu'il y a eu des créations de visuels, des choses qui ne correspondaient pas du tout à notre image. Enfin, moi, j'ai en tête un visuel. Je vous parlais tout à l'heure de la première dame, donc qui porte une montre Herbelin, et Madame Macron qui est retouchée avec la montre, enfin quelque chose de curieux. Donc là, on a repris la main vraiment sur toute la communication. Donc, ce qu'on propose au marché Moyen-Orient, par exemple, c'est essentiellement de la communication produit. Tout ce qui est marché asiatique, ils sont très quand même dans la France, Paris, la Tour Eiffel, en tout cas. Donc on travaille sur des visuels spécifiques et adaptés pour ces marchés-là. Et puis en France et en Europe, c'est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus contemporain. On est sponsor d'un sportif qui est Aurélien Ducrot, qui a fait la Route du Rhum l'année dernière, qui fait cette année la Transat Jacques Vabre.
Et grâce à lui, on arrive à avoir des photos très dynamiques. Il porte nos produits. Enfin voilà, c'est une autre image que celle que pouvait avoir la marque il y a une trentaine d'années. Et cette image de 30 ans, malheureusement, on a quelques pays qui souhaitent l'avoir encore, quoi. Et nous, on fait tout pour s'en détacher. Très bien. Vous souhaitiez ajouter quelque chose sur cette partie? Non, pardon. Je pense qu'en fait, nous, on a un manque d'humilité, c'est-à-dire qu'on considère que ce qu'on raconte est super intéressant et on préfère le raconter nous-mêmes. Donc, on veut maîtriser depuis la France l'ensemble de nos messages. Par contre, on a effectivement une présence au Japon depuis 42 années et on a, notamment grâce à l'appui de Business France, que je remercie, beaucoup développé ces 2 dernières années la Corée. Et c'est vrai que pour les marchés comme la Corée ou comme le Japon, il est très important de vraiment faire un split entre vos messages produits et vos messages, on va dire, plus institutionnels. Il y a une vraie démarche d'éducation au savoir-faire, au goût français, à vos spécificités. Et donc, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit également dans nos présentations de presse, la moitié de notre présentation de presse sont des produits, et l'autre partie, la démonstration de notre savoir-faire. Et compte tenu qu'on a nos propres sites de fabrication, donc ce n'est pas des figurants, c'est des vraies personnes qui fabriquent en France nos produits, on a beaucoup de photos, beaucoup de vidéos, de prises de parole de nos employés et de nos ouvriers spécialisés. Et ça plaît beaucoup. Mais au-delà que ça plaît, il faut vraiment se l'imposer en termes de répartition de messages. Voilà. Sophie, vous souhaitiez réagir? Oui, on parlait de l'image sur le digital. Et il y a aussi, pour toutes les marques qui souhaitent se vendre, c'est aussi hyper important d'avoir les bons outils. Il faut, quand on est dans un showroom, quand on est dans un salon, il faut avoir un stand qui ressemble à quelque chose. Il faut partager ses valeurs, il faut que ça soit joli, il faut que ça donne envie. Quand vous partagez des line sheets, des lookbooks, il faut qu'ils soient correctement faits, parce que s'il y a des erreurs de prix, si on ne comprend pas qui est le produit, parce qu'il y a une silhouette entière et que vous vendez une bague alors que la fille est habillée avec une robe à fleurs, etc., on ne comprend pas ce qu'on vend. C'est important d'avoir des outils qui sont extrêmement bien faits et affûtés pour que ça donne envie, que ça soit simple pour l'acheteur et qu'ils comprennent très vite où on va et que ça facilite sa sélection pour aller plus loin. Parfait. Alors Sophie, en préparant l'interview, vous me disiez que l'existence même de votre bureau était un signe d'optimisme pour nos marques. Expliquez-nous pourquoi. Je pense que les acheteurs, comme disait Frédéric, ont tous un téléphone, un ordi, a priori, donc ils arrivent à faire des choses quand même. Mais le fait que nous, on existe et qu'on soit, on est en quelque sorte, on est les mains, les oreilles, les yeux de ces gens qui ne voyagent pas toute l'année et qui ne peuvent pas toujours venir faire toutes les Fashion Week, tous les salons. Donc nous, on y va, on regarde ça pour eux. Oui, en effet, s'ils ont besoin de nous, c'est ils cherchent du produit, ils sont curieux, ils ont besoin de savoir. Donc il y a de la place encore pour du développement et du produit sur les marchés qui ne sont pas le marché local. Parfait. On ne va pas tarder à ouvrir les questions à la salle. Y a-t-il des premières questions avant que je continue ma discussion avec des invités? On a une première question ici. On va vous apporter un micro dans un instant. Il arrive tout de suite. Bonjour à vous. C'est toujours passionnant d'écouter l'histoire des marques et des créateurs et avoir autant de profondeur dans une recherche de l'excellence. Il y avait une table ronde sur l'Asie auparavant et la population asiatique, par des faits d'histoire, n'a pas toujours cette profondeur de recherche d'excellence. Pas qu'ils ne recherchent pas l'excellence, mais dans la version historique. Donc ma question est, quand on a un héritage dont vous parlez de qualité, comment est-ce un avantage pour recréer des nouveaux designs, ou comment on fait pour asseoir sur la capacité de cet héritage toujours une réinvention de la marque pour séduire justement des personnes qui auraient envie de nouveautés? Allez-y. Alors, si je peux me permettre, en fait, les Japonais et les Coréens ont beaucoup plus de goût que nous. C'est une tradition magnifique, notamment au Japon. Il y a un goût extraordinaire pour la qualité, pour le rituel,
et notamment le rituel de vente, le rituel de packaging. Quand vous allez au Japon et que vous achetez une gomme, on vous l'emballe. Et c'est pas, y compris dans des niveaux de distribution qui sont mid-market. Donc il y a vraiment cette tradition. Donc en fait, la maison Arche, elle s'est nourrie de cette exigence de qualité japonaise pour en faire un modèle pour les autres pays. Et pour moi, la réussite, qui est une réussite historique de la maison, mais on est en train de faire plus de 30% de chiffre d'affaires au Japon actuellement, elle se nourrit de cette exigence-là. Voilà, c'est juste ça. Après, je pense que c'est extraordinaire d'avoir une maison avec des iconiques. Et donc, les iconiques, on peut tourner autour assez longtemps, pendant des décennies. Il y a plein d'interprétations possibles. Après, c'est, comme le disait Sophie, il ne faut pas perturber la vision et la perception de votre marque. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, si vous avez une maison avec beaucoup d'iconiques, montrer des iconiques et à côté de ça une collection qui est à l'ouest et qui n'est pas consistent par rapport à vos iconiques. Donc, il ne faut pas avoir honte de ces iconiques, mais il faut se donner les moyens en intégrant de nouveaux talents aussi dans l'entreprise au niveau du design, mais aussi en intégrant de nouveaux talents dans la communication pour présenter ou pour représenter ces produits. Il ne faut jamais oublier qu'un produit iconique, qui a connu énormément de succès il y a 20 ans, une jeune femme de 18 ans ou de 25 ans, elle ne le connaît pas. Pour elle, c'est un nouveau produit. Donc en fait, moi j'aime bien dire que Arche, c'est une nouvelle marque qui existe depuis 1968 et que c'est un nouveau produit qui existe depuis 40 ans. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Intéressant. Vous souhaitez également... Peut-être pour compléter, oui. La tagline Herbelin, c'est horloger contemporain depuis 1947. Donc on est un petit peu dans la même lignée. Et une chose qui est importante effectivement pour faire évoluer les produits, c'est d'être au plus près du terrain, du consommateur, des évolutions, des tendances, des goûts, mais pas seulement dans notre métier. Si je parle de nous, pas seulement dans l'horlogerie, mais on s'intéresse également à ce qui se passe dans l'automobile, dans la joaillerie, dans le textile, enfin, dans tous les domaines. Y a-t-il d'autres questions? On va en prendre une juste ici, s'il vous plaît. Par ici, merci. Bonjour. Par rapport aux défis de développement, quel est votre regard par rapport aux places de marché, aux marketplaces? Est-ce que vous les utilisez et comment vous les sélectionnez? C'est une question, du coup, pour... Moi, j'aime pas les marketplaces. Non, plus sérieusement, quand vous faites du développement, il faut rester concentré. Et il faut concentrer vos messages, concentrer votre assortiment, concentrer vos forces pour avoir une plateforme servicielle de qualité, on en parlait. Les marketplaces, je pense que c'est pas la bonne option pour rester concentré, pour maîtriser votre message. Je pense qu'il vaut mieux investir dans votre propre site, peut-être en ne mettant pas toute la collection en vente, mais une partie. Il vaut mieux se concentrer sur soi-même pour montrer aux autres que vous êtes bon, beau et intelligent. Donc par contre, vous avez quelques plateformes qui sont intéressantes dès le moment où elles défendent les mêmes valeurs que vous et notamment, nous, on fait de la distribution sélective. Donc moi, mon engagement par rapport à un distributeur, c'est de dire si je t'impose ou je te préconise un prix de vente consommateur, il faut que je puisse auprès de tes collègues organiser les choses et que ça soit respecté par tes autres collègues. Donc moi, mon contrat avec un distributeur, c'est je te garantis un niveau de marge sur une période la plus longue possible. Voilà. Donc ces sociétés ne sont pas les plus réputées pour respecter ces règles-là. Donc en revanche, je peux travailler. Il y a un site, par exemple en France, qui s'appelle L'Exception, qui est un site premium, qui correspond à mon positionnement, qui respecte les règles. J'adore travailler avec eux et ça se passe très très bien. Voilà.
De notre côté, nous ne sommes pas sur tout ce qui est site marketplace, Amazon ou autre, et on va même plus loin. On est régulièrement sollicité par des acteurs forts de la vente en ligne comme vente privée par exemple, et on n'y va pas parce qu'on considère que voilà, ce serait quelque part manquer de respect vis-à-vis de nos partenaires. On a aujourd'hui 2500 revendeurs dans le monde. Et effectivement, vous l'avez mis sous guillemets, mais nous, on aime bien également que les prix conseillés soient respectés. C'est important pour tout le monde. Retrouver des produits de notre marque soldés à moins 30, moins 40 sur un site de vente en ligne, c'est pas image, c'est pas respectueux. Et parfois, je me demande même comment les distributeurs font quand on sait à quel prix on leur vend les produits. Donc, voilà. Donc le marketplace, voilà, je ne dis pas qu'on est contre parce qu'on vit avec notre temps, mais nous, on ne le favorise pas du tout et on ne l'alimente pas. Et on fait presque la chasse au marketplace quand on sait que des revendeurs distribuent du stock chez eux. Eh bien, merci. Oui, vous voulez peut-être conclure? juste un conseil Allez-y. c'est, sur le sujet, c'est de savoir que la loi française ne permet pas de réguler comme on le voudrait quand on est une marque premium en distribution sélective, les prix de vente et le fait de pouvoir, si vous êtes détaillant, revendre votre stock ou poster votre stock sur Amazon ou d'autres sites. En revanche, il y a une directive et une jurisprudence européenne que vous pouvez citer dans vos conditions générales de vente et je vous invite tous et toutes à le faire. Très bien, bien, ce sera le mot de la fin, la conclusion. Merci à nos invités. Merci à Je vous. vous libère. Je les remercie. Merci beaucoup.